Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comprendre le Moyen-Orient. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dernière parution. Louis Blin, Alexandre Dumas, Récits d'Arabie 2022. Selwa Tawfiq, 100 ans de traduction libanaise, 1900 à 2000, 2022. Ibrahim Tabet, Le crépuscule d'un monde et le naufrage du Liban, essai, 2021. Éric Salles, La Turquie, un état de droit en question, 2021. Hugo Salinas, De quoi l'État islamique est-il le nom, 2020. Mohamed Ali Adraoui, Comprendre le salafisme, 2020. Adel Bakawan, L'impossible État irakien, les Kurdes à la recherche d'un État, 2019. Léa Michli, L'Iran et le détroit d'Ormuz, stratégie et enjeux de puissance depuis les années 1970, 2019. Asa Heikal, Saint François d'Assise et le sultan Al-Kamil, 2018. Christophe Leclerc, Lawrence d'Arabie. Gloire et légende, 2018. Aline Korban, Les représentations identitaires dans les journaux télévisés au Liban, 2017. Dominique Lenaine, De Gaza à Jénine. Tant que la guerre durera, 3e édition, 2017. Najib Lian, L'envers du paradis. Une certaine histoire des chrétiens du Liban, 2017. Amal Nader, Les négociations illusoires. Liban, Syrie, Israël, 1991 à 2000, 2017. Walem Fardjaoui, Le conflit à Gaza de 2008 à 2009 dans le discours médiatique. Quand la guerre devient une affaire de géopolitique mondiale, 2017. Du même auteur. Israël, mode d'emploi, Paris, plein jour, 2018. Les Israéliens, hyper créatifs. Avec Monsieur Ben Avraham, Paris, atelier Henri Dougier, 2015. Israël-Palestine, demain 2 États partenaires? Paris, Armand Collin, 2012. Les Arabes d'Israël, entre intégration et rupture, Paris, Autrement, 2008. La nouvelle société israélienne, Paris, page après page, 2006. L'économie palestinienne, de la dépendance à l'autonomie, Paris, L'Harmattan, 1999. Israël à crédit, Paris, L'Harmattan, 1995. Les fonds extérieurs d'Israël, la fin de l'Israël Connexion? Paris, Economica, 1982. Introduction. 21 novembre 1988. Les Israéliens découvrent le visage d'un jeune député, il vient de fêter ses 39 ans, fraîchement élu à la Knesset et encore inconnu du grand public, Benyamin Netanyahou. Ils ignorent encore que l'histoire d'Israël, alors portée par l'esprit pionnier et teintée de socialisme, va basculer. Ils ne savent pas non plus qu'une nouvelle idéologie est née, désignée par le néologisme bibisme, raccourci du prénom de son initiateur, Benyamin Netanyahou, dit familièrement Bibi. Après des débuts timides, le bibisme s'ancrera bien à droite de l'échiquier politique israélien. Il deviendra un mélange de nationalisme et de libéralisme, assorti d'une bonne dose de messianisme et tenté par le populisme. Benyamin Netanyahou aura animé la vie politique israélienne pendant plus de 30 ans, parmi lesquels 15 ans comme Premier ministre dont 12 années d'affilée. Étoile montante du parti de la droite israélienne Likoud dans les années 80, il gravira rapidement tous les échelons de la vie politique. Il sera ambassadeur aux Nations Unies, puis député à la Knesset, vice-ministre et ministre, avant d'accéder au rang de Premier ministre d'Israël en 1996, devenant à 47 ans le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire du pays. À son départ du pouvoir le 13 juin 2021, au terme de son 5e mandat de Premier ministre, Benyamin Netanyahou a même battu la longévité politique détenue par David Ben-Gourion. Celui-ci régna sur la classe politique israélienne en qualité de Premier ministre durant un peu plus de 13 ans. Benyamin Netanyahou a fait son entrée dans la politique israélienne en se faisant élire pour la première fois à la Knesset en 1988. Après 3 décennies de travail parlementaire, le bibisme est devenu l'idéologie dominante en Israël. Les bibistes et ultra-bibistes affichaient ouvertement leur adoration pour leur chef politique, alors que les anti-bibistes ont eu du mal à faire entendre leur voix. Pour la droite bibiste, les anti-bibistes ne s'opposent pas seulement à la politique conduite par Netanyahou, ils sont aussi identifiés à la gauche,
terme utilisé comme une insulte, et ils sont parfois confondus avec les antisionistes alors qu'ils ne remettent en cause l'existence de l'État d'Israël. Rattrapé par la justice dans diverses affaires de corruption, celui que ses partisans surnomment King Bibi est resté longtemps indétrônable, pratiquant un véritable culte de la personnalité. Au-delà de la doctrine officielle de la droite nationaliste israélienne, Benyamin Netanyahou a assis son pouvoir sur 5 piliers majeurs qui lui ont garanti une longévité exceptionnelle. Un allié indéfectible, les États-Unis, une menace extérieure, l'Iran, une manne économique, le gaz, des relations personnelles d'amitié avec des hommes d'affaires fortunés et un fort soutien familial, son épouse Sarah et leurs fils Yair et Avner. Progressivement, le bibisme s'est incrusté dans toutes les sphères de la vie publique et pas seulement en politique et en économie, mais aussi dans la culture, les arts, le sport, la religion, la justice, la diplomatie, les médias, la santé, etc. Après 30 années de bibisme, Israël n'a pas résisté à la vague illibérale. L'État juif est devenu un régime nationaliste et ultra-conservateur qui a renforcé ses racines ethno-religieuses, qui a affiché une tendance autoritaire mais qui a continué à chercher sa légitimité dans les urnes. La crise du coronavirus, qui a démarré début 2020, aura aussi permis à Benyamin Netanyahou de relancer le populisme pour se poser en sauveur de la nation, tout en affaiblissant le pouvoir législatif et en renforçant son pouvoir personnel. Le départ de Netanyahou du pouvoir exécutif en juin 2021 n'a pas pour autant marqué la fin du bibisme. Plusieurs dimensions de l'idéologie bibiste continueront d'imprimer leur marque sur les Israéliens, comme les inégalités sociales, la cherté de la vie, les discriminations ethniques, le blocage du conflit israélo-palestinien, la corruption des institutions, une démocratie défaillante, etc. Comment a-t-on vécu sous le bibisme au travail, en famille, dans les universités, les médias, les synagogues ou les mosquées? Pourquoi certains Israéliens se sont sentis bien sous le bibisme alors que d'autres ont tenté désespérément de s'y opposer, voire d'y mettre un terme? Que reste-t-il du bibisme après le départ de son initiateur des commandes du pays? Cet ouvrage se veut une plongée au cœur d'Israël emportée par la révolution bibiste. Première partie, la genèse du bibisme. Chapitre 1, Bibisme et anti-bibisme. Le néologisme bibisme désigne la politique conduite en Israël par Benyamin Netanyahou durant près de 3 décennies. Le terme est un raccourci du prénom de son initiateur, familièrement appelé Bibi. Comme dans les langues occidentales, l'hébreu aussi a accolé à son surnom le suffixisme pour désigner le courant de pensée politique de son auteur. Ses partisans qui lui apportent un soutien, actif comme passif, sont les bibistes. Beaucoup d'entre eux sont des admirateurs inconditionnels qui le surnomment aussi le Bibi roi d'Israël, ou le roi Bibi. À l'opposé, les adversaires politiques de Netanyahou sont devenus des anti-bibistes, qui prônent un anti-bibisme idéologique et pragmatique. 1. Politique et doctrine. En plus de 70 ans d'existence, la société israélienne a connu de nombreuses lignes de fracture. Durant les 2 premières décennies de l'État juif, les partisans du socialisme égalitaire s'opposaient aux adeptes du capitalisme libéral. Après la guerre des 6 jours en 1967, un nouveau clivage apparaîtra entre les partisans de la colonisation des territoires palestiniens et les partisans de la paix sur la base de 2 États, israéliens et palestiniens. Depuis le début des années 1990, une nouvelle ligne de fracture s'est imposée en Israël et elle se maintiendra durant 3 décennies. Bibistes et anti-bibistes s'affronteront autour de la doctrine imposée par son inventeur, Benyamin Netanyahou. Le bibisme s'est développé et installé durablement en Israël depuis l'entrée de Netanyahou dans la vie politique du pays en novembre 1988. Il sera alors élu député à la Knesset sous l'étiquette du Likoud, ce qui le conduira, le mois suivant, à son premier poste ministériel. Mais c'est surtout à partir de mars 2009, lorsque Netanyahou prendra la tête du gouvernement pour un second mandat que le terme bibisme va devenir courant dans la terminologie politique utilisée par les Israéliens puis dans le monde entier. De 2009 à 2021, le bibisme a désigné la politique du pouvoir exécutif menée par le Premier ministre Netanyahou. Depuis juin 2021,
Le bibisme représente l'idéologie dominante parmi les membres du Likoud qui se réclament de Netanyahou devenu chef de l'opposition, et qui, majoritairement, appellent de leur vœu son retour aux commandes du pays. Benyamin Netanyahou a développé sa doctrine politique dans différents ouvrages qu'il publiera avant son premier mandat de Premier ministre. Il y exposera notamment sa vision de la paix au Proche-Orient et son combat contre le terrorisme international. Il n'hésitera pas à se démarquer de ses prédécesseurs du Likoud à la tête du pays, comme Ariel Sharon et Ehud Olmert, pour s'ancrer bien à droite de l'échiquier politique. Dans le courant de la décennie 2010 et au début des années 2020, le bibisme tendra à devenir un mélange de populisme, de nationalisme et de pragmatisme. En économie par exemple, le libéralisme sera teinté de protectionnisme et d'interventionnisme de circonstance. En géopolitique, le nationalisme révisionniste oscillera entre le soutien à la colonisation et un refus de l'annexion de territoires palestiniens occupés. Rapidement, le bibisme deviendra synonyme de promesses non tenues, stratégie assortie d'une absence d'initiative sur des questions majeures. En politique internationale, Netanyahou a promis d'agir pour la solution à deux États, c'est-à-dire la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, mais il n'a rien fait de concret pour y parvenir. Il a promis d'anéantir la menace iranienne mais il n'a fait que la renforcer. Il a promis de combattre le Hamas qui a pris le contrôle de la bande de Gaza et qui menace de détruire Israël, mais il a préféré affaiblir le Fatah installé en Cisjordanie et qui a reconnu l'existence d'Israël. Dans le domaine économique, il a promis aux Israéliens une amélioration de leur bien-être quotidien, mais la cherté de la vie, les résultats scolaires et les dépenses de santé laissent leur pays loin derrière la moyenne de l'OCDE. Il a porté au nu le miracle de la technologie israélienne mais n'a fait que poursuivre le décollage de la nation start-up, initié par un de ses adversaires politiques, Shimon Peres. 2. Gouvernance atypique. Au cours des années Netanyahou, le bibisme s'imposera comme l'idéologie dominante en Israël alors que ses adversaires deviendront vite des ennemis d'Israël. Pour se maintenir au pouvoir à tout prix, stratégie essentielle du bibisme, Benyamin Netanyahou n'hésitera pas à écarter les anti-bibistes sur son passage. Arabes, gauchistes, journalistes et juges qui refuseront de reconnaître son autorité seront qualifiés de traîtres à la nation. À maintes reprises, il manifestera un sentiment de mépris et d'humiliation envers ses concitoyens qui ne partagent pas avec lui sa vision du monde politique et idéologique. Même ses opposants les plus gênants au sein de son propre parti seront discrédités et contraints à l'abandon, alors que Netanyahou survivra à toutes les intrigues politiques qui l'ont parfois menacé. En revanche, le Premier ministre Netanyahou n'hésitera pas à s'associer à des formations politiques qui sont parfois éloignées des valeurs de la droite sioniste, libérale et laïque, incarnées par le Likoud. Il dirigera des gouvernements composés de personnalités politiques allant de l'extrême droite à la gauche social-démocrate, en passant par la droite sioniste religieuse, la droite nationaliste laïque, l'orthodoxie juive, le centre-droite et le centre-gauche. Le bibisme inaugurera en Israël un mode de gouvernance atypique. Grâce à sa parfaite maîtrise des médias et à ses talents d'orateur, Netanyahou saura haranguer les foules pour les rallier au bibisme, vantant son action politique et son savoir-faire en matière économique et diplomatique. Souvent, son apparence physique deviendra plus importante que le message politique, tout en développant un narcissisme exacerbé. Son pouvoir très personnel, associé à un culte de la personnalité, deviendra aussi un pouvoir familial. Sa troisième épouse Sarah et leur fils aîné Yair jouiront d'une influence décisive sur les prises de décision du Premier ministre, notamment dans l'objectif de pérenniser son pouvoir aussi longtemps que possible. Ami de milliardaires et de grands patrons, Benyamin Netanyahou partagera avec sa famille un luxe ostentatoire qui s'apparentera à de la corruption. Chapitre 2 : Carrière professionnelle. Benyamin Netanyahou a vu le jour à Tel Aviv le 21 octobre 1949, soit environ un an après la création de l'État juif. Ses parents sont issus de familles sionistes qui ont rejoint très tôt la communauté juive de Palestine. Sa mère Tzila Segal est née non loin de Tel Aviv en 1912 alors que son père Benzion Netanyahou, né en Pologne en 1910, arrive en Palestine à l'âge de 10 ans. Rapidement,
Le jeune Benjamin fit preuve d'un talent précoce qui lui permettra de devenir diplomate à Washington à l'âge de 31 ans, ambassadeur à l'ONU à l'âge de 35 ans avant de prendre le contrôle du Likoud à l'âge de 43 ans et de devenir, à 46 ans, le plus jeune chef de gouvernement du pays. 1. Héritage révisionniste. Benjamin Netanyahou grandit dans une famille militante de droite. Son père fut un proche collaborateur de Zev Jabotinsky, dirigeant sioniste d'origine russe. Jabotinsky s'opposa à la direction du mouvement sioniste. Il organisa une opposition dite révisionniste à la majorité de la direction sioniste qui prônait une idéologie socialiste et qui fut à l'origine de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël par David Ben-Gourion en mai 1948. Alors que la Palestine venait de passer sous mandat britannique, Jabotinsky créa, en 1925, le parti révisionniste qui se destinait à redéfinir le sionisme dans un sens plus nationaliste que celui en vigueur à la même époque. Zev Jabotinsky s'opposera notamment à tout compromis avec la majorité arabe de Palestine. Alors que le territoire est sous administration de la Grande-Bretagne, il revendiquera un État juif sur les deux rives du Jourdain. Il rejettera la séparation de la Transjordanie de la Palestine mandataire par la Grande-Bretagne et la création, en 1946, du royaume hachémite de Transjordanie qui prendra le nom de Jordanie 3 années plus tard. Benzion Netanyahou rejoindra très jeune le mouvement révisionniste, acquis aux thèses de Jabotinsky. Il quittera la Palestine pour rejoindre ce dernier aux États-Unis en 1940. La même année, la mort du leader révisionniste laissera son mouvement sans chef. Ce sera Menahem Begin qui, à la création de l'État juif en 1948, reprendra le flambeau de Jabotinsky et créera le parti Hérout Liberté, qui deviendra Likoud, consolidation à partir de 1973. C'est donc bien le mouvement révisionniste de Jabotinsky, à l'origine de la droite israélienne, qui donnera naissance au Likoud comme mouvement nationaliste. L'idéologie actuelle du Likoud, qui se définit comme un parti national et libéral, reprend les grandes lignes du parti révisionniste. Un État juif sur les deux rives du Jourdain ou Grand Israël, un libéralisme économique face l'idéologie socialiste qui primait durant les premières années de l'État juif, une démocratie politique qui protège les libertés de l'individu. Durant les 3 décennies passées dans la vie politique du pays, Benjamin Netanyahou développera une vision très proche de celle de Jabotinsky sur les grands thèmes du XXIe siècle comme le conflit avec les Palestiniens ou le libéralisme économique. 2. Bibi l'Américain. Avec ses 2 autres frères, Jonathan né en 1946 et Ido né en 1952, Benjamin passera sa jeune enfance à Jérusalem. Après plusieurs brefs séjours aux États-Unis, la famille Netanyahou s'installera en 1963 à Philadelphie où le père y poursuivra ses recherches d'historien. De retour en Israël en 1967, Benjamin Netanyahou effectuera son service militaire dans une unité d'élite de Tsahal et prendra part à de nombreuses opérations spectaculaires. En mai 1972, il participa à la libération d'une centaine d'otages détenus par des pirates de l'air palestiniens sur l'aéroport de Tel Aviv à bord d'un avion de la compagnie Sabena. Libéré de Tsahal quelques mois plus tard, le jeune Benjamin retournera aux États-Unis pour suivre des études supérieures au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Il y obtiendra une licence en architecture puis une maîtrise en gestion des affaires. En 1976, Benjamin Netanyahou décrochera son premier emploi comme consultant auprès du cabinet de conseil Boston Consulting Group, poste qu'il occupera jusqu'en 1978. Les États-Unis ne furent pas seulement une terre d'accueil pour Benjamin Netanyahou. Ce fut un pays d'adoption dans lequel il pensera s'installer définitivement. C'est dans la banlieue de Philadelphie que le jeune Benjamin va suivre une partie de sa scolarité. C'est au MIT à proximité de Boston qu'il va suivre des études supérieures d'architecture puis de gestion, et c'est aussi à Boston qu'il démarrera sa carrière professionnelle. Netanyahou aura passé la moitié de ses premières 40 années aux États-Unis. Il est américain de culture, il en a adopté la langue et la façon de penser. C'est des États-Unis que Netanyahou a importé les thèses libérales, inspirées de la pensée économique de Milton Friedman et qu'il va appliquer plus tard en Israël. Bibi l'Américain,
ira jusqu'à emprunter un nom de plume Nitay déjà utilisé par son père et son grand-père paternel, et c'est sous ce nom, Ben Nitay, qu'il demandera la nationalité américaine. C'est seulement lorsqu'il deviendra diplomate israélien en 1982 qu'il renoncera à sa double nationalité. Il gardera de son expérience américaine une parfaite maîtrise de l'anglais qui restera toujours sa langue de travail, n'hésitant pas à s'entourer de collaborateurs américains, notamment en matière de communication et en particulier durant les campagnes électorales de 1996 et des années qui ont jalonné la décennie 2010. L'américanisation de la vie politique israélienne n'était plus qu'une question de temps. 3. L'Institut Yonatan. La mort de son frère Yonatan, surnommé aussi Yoni, en juillet 1976 au cours de l'opération NTB, qui avait pour objectif de libérer les otages occidentaux d'un avion d'Air France assurant la liaison entre Paris et Tel Aviv et détourné en Ouganda par un commando palestinien, bouleversera sa vie et sa carrière. Il se sentira désormais investi de la mission de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Il établira à Jérusalem un institut d'études du terrorisme, auquel il donnera le nom de son frère, le Yonatan Institute for the Study of Terrorism. Et pour honorer la mémoire de Yoni, il publiera en 1978 Yoni's Letters, un recueil de lettres écrites par son frère à ses amis et familles à partir du milieu des années 1960 et jusqu'à sa mort. Benyamin Netanyahou ne quittera pas immédiatement les États-Unis à la mort de son frère. Il ne reviendra s'installer à Jérusalem que 2 ans plus tard, en 1978, pour prendre la direction de l'Institut Yonatan. Il en organisera la conférence inaugurale sur le thème du terrorisme international en juillet 1979, The Jerusalem Conference on Terrorism, en présence de nombreuses personnalités américaines et européennes. En 1981, Netanyahou publiera un recueil des conférences prononcées durant cette rencontre internationale sous le titre « International Terrorism Challenge and Response ». Une seconde conférence internationale de l'Institut Yonatan aura lieu à Washington en juin 1984 et elle sera aussi la dernière. Dorénavant, Netanyahou se désintéressera de l'Institut qui lui avait surtout servi à se forger un nom et un prénom. Entre 2 conférences internationales, Benyamin Netanyahou occupera son premier emploi en Israël, directeur commercial de RIM Industries, une entreprise spécialisée dans l'ameublement, de 1980 à 1982. Cet emploi, relativement marginal, n'a pas freiné ses ambitions politiques. La direction de l'Institut Yonatan aura permis à Benyamin Netanyahou de multiplier ses contacts au plus haut niveau de l'administration américaine et du gouvernement israélien. L'Institut Yonatan sera donc un tremplin pour Benyamin Netanyahou. Il lui facilitera son entrée en politique, notamment en lui ouvrant les portes de la diplomatie israélienne et en lui forgeant un surnom, Bibi. Il est vrai que l'Israélien a pris l'habitude de désigner familièrement ses dirigeants politiques, ministres, députés et présidents, par un surnom, comme Arik Ariel Sharon, Rafoul, Raphaël Eitan, Tommy, Yosef Lapid et Bougie Yitzhak Herzog. Dans le cas de Benyamin Netanyahou, le surnom Bibi allait devenir le symbole d'une idéologie, d'une vision de la société et d'une forme de gouvernance bien particulière. 4. Diplomatie des petits pas. Très proche des élus de droite à la Knesset, Benyamin Netanyahou recueillera les premiers fruits de sa persévérance politique à l'âge de 31 ans. En 1982, Moshe Arens, membre influent du Likoud qui vient d'être nommé ambassadeur d'Israël aux États-Unis, lui propose le poste de chef de mission adjoint auprès de l'ambassade à Washington. La nomination d'un diplomate sans expérience fera de nombreux remous dans le milieu diplomatique en Israël, mais Bibi fera vite ses preuves comme défendeur fidèle des décisions du gouvernement israélien dirigé par le chef du Likoud, Menahem Begin. Les années que Netanyahou a passées comme diplomate à Washington furent notamment marquées par la première opération militaire d'Israël au Liban, de juin à septembre 1982, puis par les massacres de Sabra et Shatila à Beyrouth-Ouest perpétrés par des milices chrétiennes. Le jeune diplomate servira de porte-parole d'Israël dans les médias américains pour défendre l'invasion israélienne du Liban, tout en établissant un réseau de relations publiques très efficace à l'ambassade d'Israël.
En 1984, Moshe Arens rentrera à Jérusalem pour devenir ministre sans portefeuille dans le gouvernement d'union nationale dirigé par le nouveau leader de la droite Yitzhak Shamir. Il veillera à la promotion de son protégé. Netanyahou sera nommé ambassadeur de l'État d'Israël auprès des Nations Unies à New York où il servira de 1984 à 1988. Durant les 4 années passées à fréquenter les couloirs et assemblées de l'ONU, Netanyahou a cultivé ses relations avec la droite républicaine sous l'administration du président Ronald Reagan. Il s'attirera souvent les foudres de la communauté juive américaine qui vote traditionnellement pour le Parti démocrate. Il se fera connaître rapidement sur la scène américaine et internationale, comme un avocat qui saura se montrer performant et efficace pour défendre les positions israéliennes sur le conflit israélo-palestinien. Il résumera ses années passées à New York dans un livre publié en 1987, Terrorism, How the West Can Win, et consacré notamment à la couverture des actes de terrorisme par les médias. La carrière fulgurante de Benyamin Netanyahou au sein du service diplomatique d'Israël va accélérer son entrée en politique. À la veille des élections législatives de 1988, Netanyahou achève son mandat d'ambassadeur à l'ONU et rentre en Israël. Il adhérera formellement au Likoud et participera aux primaires, qui le placeront en 5e position sur la liste des candidats du parti pour la prochaine législature. Netanyahou décrochera son premier mandat parlementaire aux législatives de novembre 1988. Celles-ci donneront naissance à une nouvelle doctrine politique qui marquera pour longtemps la société israélienne, le bibisme. Chapitre 3 Parcours politique. Le bibisme va naître officiellement le 21 novembre 1988, jour où le Benyamin Netanyahou fera son entrée à la Knesset comme député du Likoud. Il vient juste de fêter ses 39 ans. Déjà considéré comme l'étoile montante du Likoud, sa carrière passera comme un météore. Netanyahou gravira rapidement les échelons ministériels jusqu'au rang de Premier ministre qu'il occupera durant 15 ans, dont 12 années consécutives. Au total et jusqu'à la fin 2021, il aura dirigé 5 gouvernements, affronté 13 scrutins pour les législatives et siégé 30 ans à la Knesset. 1. Étoile montante. En décembre 1988, le dirigeant du Likoud Yitzhak Shamir prend la tête d'un gouvernement d'union nationale formé avec les travaillistes et les partis religieux. Son ministre des Affaires étrangères Moshe Arens nommera Benyamin Netanyahou à son premier poste ministériel, en qualité de vice-ministre des Affaires étrangères. En juin 1990, un autre leader du Likoud, David Levy, devient ministre des Affaires étrangères et reconduit Netanyahou à son poste de vice-ministre. Durant la guerre du Golfe qui d'août 1990 à février 1991 opposera l'Irak à une coalition dirigée par les États-Unis, Netanyahou sera un des représentants israéliens les plus présents dans les médias internationaux. Il s'agissait notamment d'expliquer, en anglais, la politique de retenue d'Yitzhak Shamir lors du bombardement d'Israël par l'Irak en janvier 1991. Au lendemain de la guerre du Golfe, Netanyahou fera partie de la délégation israélienne à la conférence de Madrid, première tentative de la communauté internationale pour engager un processus de paix au Proche-Orient. À la fin de la conférence de Madrid, le Premier ministre Shamir assurera une promotion à Netanyahou en le nommant vice-ministre sans portefeuille auprès du cabinet du Premier ministre. Il occupera ce poste éphémère 9 mois seulement, de novembre 1991 à juillet 1992, mais qui lui permettra de s'affirmer comme un leader à la direction du Likoud. Aux législatives du 23 juin 1992, la victoire de la gauche menée par Yitzhak Rabin rejette les partis de la droite, Likoud et partis juifs religieux, dans l'opposition parlementaire. Yitzhak Shamir se retirera de la vie politique, laissant la voie libre à Netanyahou. À 43 ans, celui-ci sera élu président du Likoud en mars 1993, battant les vétérans du parti, notamment Benny Begin, Moshe Katsav et David Levy, et occupera la fonction de chef de l'opposition à la Knesset. Netanyahou s'illustrera avec une virulence verbale sans concession à l'encontre du gouvernement Rabin. En revanche,
il ne parviendra pas à empêcher l'approbation par la Knesset de l'accord d'Oslo signé par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat en septembre 1993. Benyamin Netanyahou restera à la tête du Likoud qui a basculé dans l'opposition. Les mois qui suivront l'accord d'Oslo verront s'intensifier l'opposition de la droite israélienne à la création d'un État palestinien et à tout partage de Jérusalem. Des manifestations de rue, parfois très violentes, auront lieu Tel Aviv comme à Jérusalem contre Yitzhak Rabin et le processus de paix. Netanyahou profitera de cette pause dans l'action gouvernementale pour publier, en 1993, un livre dans lequel il expose sa vision des relations d'Israël avec le monde arabe et d'une paix au Proche-Orient. A Place Among the Nations, Israel and the World. La version hébraïque du livre paraîtra en Israël en 1995 sous le titre Un endroit sous le soleil, alors que le processus de paix d'Oslo était à son apogée, ce qui lui permit d'argumenter sa position contre l'accord de paix auprès du public israélien. Le livre sera remis à jour en 2000 et 20 ans plus tard, Netanyahou mettra en application sa vision de paix durable, en signant des accords de normalisation avec plusieurs pays arabes, remettant toujours à plus tard une paix avec les Palestiniens. 2. Plus jeune chef de gouvernement. Suite à l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin par un extrémiste juif en novembre 1995, son successeur provisoire Shimon Peres décide de dissoudre la Knesset et de provoquer des élections anticipées. Il pensait ainsi donner au gouvernement un mandat qui ferait avancer le processus de paix enclenché par les accords d'Oslo en 1993. Mal lui en a pris. Aux élections directes, les premières de leur genre, pour le poste de Premier ministre en Israël qui se sont tenues le 29 mai 1996, Netanyahou recueillera 50,5% des suffrages contre 49,5% pour Peres, soit seulement 29 450 voix d'écart. À 46 ans, Benyamin Netanyahou deviendra le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire du pays, ainsi que le premier à être né après la proclamation de l'indépendance. Il n'a aucune expérience de la gestion des affaires de l'État. Étoile montante de la politique israélienne, il ne fut qu'un modeste vice-ministre des Affaires étrangères. La victoire de Netanyahou sur le candidat favori des sondages Peres a surpris plus d'un observateur. Le principal catalyseur de la chute du chef des travaillistes fut sans doute la vague d'attentats suicides commis peu avant les élections par des terroristes palestiniens. Shimon Peres semblait incapable d'arrêter les attentats à répétition, alors que dans sa campagne électorale, Benyamin Netanyahou exigeait de l'autorité palestinienne de lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, Netanyahou publiera peu après son 4e ouvrage, Fighting Terrorism, dans lequel il incitait les démocraties occidentales à se défendre contre le terrorisme international. Si Benyamin Netanyahou remporta l'élection directe du Premier ministre, le Likoud obtint moins de mandats à la Knesset, 32 sièges, que le Parti travailliste, 34 sièges. Il s'appuiera sur une coalition avec les partis juifs orthodoxes pour former un gouvernement. Les 3 années de son premier mandat de Premier ministre, de juin 1996 à juillet 1999, se sont traduites par un changement dans la gestion du processus de paix avec les Palestiniens. Conformément à l'idéologie nationaliste de la droite, Netanyahou tournera le dos aux accords d'Oslo. Opposé à la création d'un État palestinien, il était favorable à un statut d'autonomie étendu mais sans déboucher sur un État indépendant, une position qui va justifier la dégradation des relations avec l'autorité palestinienne qu'il accusait de geler le dialogue pour la paix. Netanyahou s'attirera aussi de vives critiques de la part du président américain Bill Clinton, comme des dirigeants de l'Union européenne pour ses positions très fermes à l'égard de l'autorité palestinienne. Sur le plan économique, son premier mandat de Premier ministre permettra à Netanyahou de lancer les bases d'une économie libérale. Libéralisation des changes, privatisation de sociétés publiques, baisse des dépenses publiques, encouragement des investissements privés, etc. Il ignorait encore qu'il n'en était qu'à ses premiers pas. L'accélération du processus de libéralisation de l'économie israélienne se produira quelques années plus tard, lorsque Netanyahou sera ministre des Finances, de 2003 à 2005. 3. Réserve de la vie politique. Le bilan politique du premier mandat de Netanyahou à la tête du gouvernement sera mitigé.
il ne parviendra pas à convaincre une majorité d'Israéliens de l'efficacité de sa politique antiterroriste. Aux élections législatives anticipées qui auront lieu le 17 mai 1999, le Likoud subit un échec cuisant avec 19 sièges seulement à la Knesset. Netanyahou quittera la présidence du Likoud qui sera assurée par son ancien ministre des Affaires étrangères, Ariel Sharon. Aux deuxièmes élections directes pour le poste de Premier ministre qui se tiennent le même jour, le travailliste Ehud Barak l'emporte largement avec 56,1% des suffrages contre 43,9% pour Benyamin Netanyahou. Lorsque Barak accédera au poste de Premier ministre en juillet 1999, Netanyahou démissionnera de la Knesset. Il prendra une pause dans la politique qui durera de 3 ans. Benyamin Netanyahou se mettra en réserve de la vie politique pour retourner au monde des affaires. Il deviendra consultant pour des sociétés israéliennes de haute technologie, notamment dans le domaine des communications. Il n'hésitera pas à mettre en avant sa réputation de spécialiste international de l'économie et de la lutte contre le terrorisme, pour devenir un conférencier recherché à travers le monde. Ce sont notamment les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis qui vont le conduire à relancer le débat public contre le terrorisme international et les États qui le soutiennent. Le retrait temporaire de Netanyahou, de juillet 1999 à février 2003, coïncidera avec le déclenchement de la seconde intifada palestinienne. En septembre 2000, la visite du chef du Likoud Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, connue par les Juifs comme le mont du Temple, va provoquer des affrontements qui marqueront le début d'une période de violence israélo-palestinienne qui durera jusqu'à environ février 2005. Le travailliste Ehud Barak, Premier ministre depuis juillet 1999, démissionnera quelques mois après le début de la seconde intifada. À la troisième élection du Premier ministre au suffrage universel qui se tiendra le 6 février 2001, Barak sera nettement battu par le candidat du Likoud Ariel Sharon qui prendra la tête d'une coalition regroupant les travaillistes et les partis religieux. 4. Grand argentier. Lorsqu'en novembre 2002 les travaillistes quittent le gouvernement d'union nationale mis en place par Ariel Sharon une année plus tôt, Benyamin Netanyahou revient à la vie politique. Il est nommé ministre des Affaires étrangères à la place du travailliste Shimon Peres démissionnaire. Après les législatives de janvier 2003 qui voient le Likoud se renforcer avec 38 sièges à la Knesset, le Premier ministre Sharon nomme Sylvain Shalom ministre des Affaires étrangères et offre à Benyamin Netanyahou le portefeuille des Finances. Cette décision surprise peut s'expliquer par le fait que Sharon considérait Netanyahou comme une menace politique s'il restait aux affaires étrangères. Il a préféré le placer aux Finances, poste qui, en période de crise économique, pourrait entacher sa popularité auprès des électeurs du Likoud. Selon un accord tacite entre les deux hommes, Netanyahou aurait une liberté totale en tant que ministre des Finances, en échange de sa non-intervention dans les questions militaires et internationales. Les 2 années que Netanyahou passera à la tête du ministère des Finances à Jérusalem seront décisives dans la mise en place et l'élargissement de l'idéologie bibiste en matière économique et sociale. Ayant reçu carte blanche du chef du gouvernement, il va en profiter pour lancer un processus de libéralisation qui marquera l'économie israélienne durant plusieurs décennies. En fait, Netanyahou prend les commandes des finances en février 2003 alors que l'intifada palestinienne se prolonge depuis septembre 2000 et que l'économie israélienne est plongée dans une profonde récession et un fort chômage. Benyamin Netanyahou mettra en œuvre une politique d'encouragement de la croissance, axée sur la réduction de la taille du secteur public et la priorité au secteur privé. Le train de mesures adopté par le gouvernement comprenait notamment la baisse des dépenses publiques, la réduction de la pression fiscale, des coupes dans les allocations sociales, la lutte contre les monopoles et la poursuite des privatisations. Cette politique libérale a permis à la croissance du PIB de retrouver, dès 2004, un rythme de 5% lent alors que le chômage ralentissait et entamait une tendance à la baisse. 5. Le Likoud dans l'opposition. La lune de miel entre Ariel Sharon et Benyamin Netanyahou ne durera pas. En août 2005, Netanyahou démissionnera du gouvernement Sharon pour manifester son désaccord avec le plan de désengagement de la bande de Gaza,
il deviendra chef de l'opposition à la Knesset. L'opposition d'une majorité des députés du Likoud au retrait israélien de la bande de Gaza conduira Ariel Sharon à quitter le Likoud et à créer, en novembre 2005, la formation centriste Kadima, en avant, à laquelle adhéreront 14 des 38 députés du Likoud ainsi que d'anciens membres du Parti travailliste comme Shimon Peres. Pour Benyamin Netanyahou, commenceront 4 années de traversée du désert en qualité de chef de l'opposition, de 2005 à 2009. Il sera régulièrement réélu à la présidence du Likoud, renforçant sa position auprès des militants du parti. Aux primaires de décembre 2005, Benyamin Netanyahou est élu chef du Likoud avec 43% des voix contre 37% à Sylvain Shalom. Aux primaires suivantes qui se tiendront en août 2007, il obtiendra 73% des voix, devançant largement un candidat issu de la droite religieuse, Moshe Feiglin. La dégradation de l'état de santé du Premier ministre Ariel Sharon, victime d'une hémorragie cérébrale en janvier 2006, conduira à des élections anticipées le 8 mars suivant. Le Likoud subira une des pires défaites de son histoire, n'obtenant que 12 sièges, contre 38 précédemment, alors que Kadima décrochera 29 mandats, ce qui permettra à son nouveau chef Ehud Olmert de devenir Premier ministre. Celui-ci formera un gouvernement de coalition avec le Parti travailliste et les partis de la droite religieuse, alors que le Likoud restera dans l'opposition. Rattrapé par des affaires de corruption, Ehud Olmert annoncera sa démission en septembre 2008. Il restera en fonction jusqu'au début 2009, le temps d'organiser des élections anticipées. 6. Longévité politique record. Aux législatives de février 2009, le Likoud obtient 27 sièges sur les 120 de la Knesset. Il est devancé d'un siège par la formation centriste Kadima, mais son chef Netanyahou réussira à former une coalition bien ancrée à droite. Après une pause de 10 ans, Benyamin Netanyahou entamera son second mandat de Premier ministre d'Israël le 31 mars 2009. Commence alors une période de 12 années durant lesquelles Benyamin Netanyahou va se trouver aux commandes du pays. Il sera reconduit au poste de Premier ministre pour la 3e fois en 2013, pour la 4e fois en 2015 et pour la 5e fois en 2020 avant de retrouver les bancs de l'opposition en juin 2021. Netanyahou n'exercera jamais la seule fonction de Premier ministre. Il occupera toujours en parallèle ou successivement plusieurs portefeuilles ministériels au gré des coalitions gouvernementales, comme santé, logement, défense, affaires étrangères, communication, affaires sociales, justice, etc. À compter de 2005, il restera aussi président du Likoud, soit plus de 16 années d'affilée. Le second gouvernement de Netanyahou 2009 à 2013 bénéficiera d'une large majorité. 69 députés le soutiendront, notamment les partis orthodoxes, les partis sionistes religieux et les nationalistes laïcs, ainsi que d'anciens travaillistes comme Ehud Barak qui deviendra son ministre de la Défense. Immédiatement après sa prise de fonction, Benyamin Netanyahou a tenté d'appliquer un de ses slogans de campagne électorale, la paix économique avec les Palestiniens. Rejetant les accords d'Oslo de 1993, il présentera le 14 juin 2009 sa vision politique quant à la résolution du conflit israélo-palestinien. Dans un discours prononcé à l'université Bar-Ilan de Ramat Gan, il développe sa proposition de paix économique comme préambule de la réconciliation dans la région, mais sans l'accompagner d'un projet politique destiné à parvenir à un règlement définitif du conflit. Certes, les mesures adoptées par le gouvernement israélien pour garantir une paix économique, comme celles appliquées par les dirigeants palestiniens pour jeter les bases d'un État palestinien, ont contribué à améliorer la situation économique de la Cisjordanie à partir de 2009, mais n'ont pas conduit à une solution politique au conflit. La contestation sociale déclenchée à l'été 2011 sera un des événements marquants du second gouvernement de Netanyahou. La fin de la deuxième intifada palestinienne et l'échec des accords d'Oslo ont réveillé la colère des sans-logis et des classes moyennes qui peinaient à joindre les deux bouts. Des milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue pour protester contre le coût de la vie, et du logement en particulier. Des camps de toile sont apparus dans les grandes villes du pays, transformant la contestation sociale en une révolte des tentes qui s'est poursuivie de juillet à septembre 2011.
Cette révolte contre l'injustice sociale a aussi marqué l'accélération du populisme bibiste. Celui-ci a permis de contrebalancer la fin de l'État-providence en satisfaisant aux revendications de certaines couches sociales sans remettre en cause l'idéologie néolibérale lancée en 2003. Le troisième gouvernement de Benyamin Netanyahou démarra en mars 2013 lorsque le Likoud, associé sur une liste commune au parti nationaliste d'extrême droite Israël Beitenou, Israël Notre Maison, remportera les élections anticipées qu'il avait provoquées, obtenant 31 sièges à la Knesset. En revanche, le Parti travailliste avec 15 élus se fera devancer par le nouveau parti laïque du centre Yesh Atid, Il y a un futur, qui obtient 19 élus. Pour former un gouvernement majoritaire, Netanyahou s'alliera avec des formations de l'extrême droite, Naftali Bennett du parti Habayit HaYehudi, le foyer juif, deviendra son ministre des Affaires religieuses, et du centre, Yair Lapid de Yesh Atid deviendra ministre des Finances. Pour la première fois depuis longtemps, les partis juifs orthodoxes ne participeront pas à la coalition de Netanyahou. Ce troisième mandat de Netanyahou se caractérisera notamment par l'opération militaire Bordure protectrice, déclenchée le 8 juillet 2014 à la suite du meurtre de 3 adolescents israéliens et de l'intensification des tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza. Il sera marqué aussi par la dégradation des relations israélo-américaines, lorsque début 2015, Benyamin Netanyahou est invité à s'exprimer devant le Congrès américain sans le soutien de l'administration Obama. En décembre 2014, Netanyahou limogera Yair Lapid qui l'accusera d'avoir formé une opposition de l'intérieur du gouvernement, ouvrant la voie à des élections anticipées qui se tiendront en mars 2015. Aux législatives de mars 2015, le Likoud se séparera du parti nationaliste Israël Beitenou et restera stable avec 30 mandats. Il devancera largement le bloc de la gauche Union sioniste, 24 sièges, le parti de centre-gauche Yesh Atid, 11 sièges, et du centre-droite Kulanu, 10 sièges. Benyamin Netanyahou formera une coalition avec les formations de la droite nationaliste et religieuse, et il mettra en œuvre une politique libérale et populiste. Sur le plan économique, il continuera de promouvoir la libéralisation de l'économie israélienne, aggravant les écarts sociaux et la pauvreté. Sur le plan régional, il poursuivra la colonisation des territoires palestiniens et dénoncera l'accord sur le nucléaire iranien. Ce quatrième gouvernement de Netanyahou sera aussi le plus à droite de l'histoire du pays. Il s'associera à des formations de l'extrême droite à qui il accordera des postes clés. Avigdor Lieberman, Israël Beitenou, sera ministre de la Défense de mai 2016 à novembre 2018, Naftali Bennett, Nouvelle Droite, sera ministre de l'Éducation de mai 2015 à juin 2019 puis ministre de la Défense de novembre 2019 à mai 2020. Aïlé Shecht, Nouvelle Droite, sera ministre de la Justice de mai 2015 à juin 2019. Le quatrième gouvernement de Benyamin Netanyahou aura été le plus long de tous. Il se prolongera 5 ans de mai 2015 à mai 2020, et servira sous 4 législatures différentes. Il permettra aussi à Netanyahou d'afficher une longévité politique record, puisqu'en juillet 2019, il deviendra la personnalité ayant exercé la fonction de Premier ministre le plus longtemps. Il devancera alors le père fondateur de l'État d'Israël, David Ben-Gourion, qui régna sur la classe politique israélienne en qualité de Premier ministre depuis la création d'Israël en 1948 et jusqu'à son retrait de la vie politique en 1961, soit durant 13 ans et 127 jours. 7. Turbulences politiques. En décembre 2018, des divergences de vues entre les partis religieux et le parti laïque d'Avigdor Lieberman concernant le service militaire des jeunes étudiants ultra-orthodoxes seront le prétexte pour Benyamin Netanyahou à la dissolution de la Knesset. Israël va alors entrer dans une période de crise politique qui va durer 2 ans et connaître 4 scrutins législatifs. Aux élections anticipées du 9 avril 2019, le Likoud réalise son meilleur score depuis 2013 en obtenant 35 sièges, mais à égalité avec le parti rival Kahol Lavan, bleu-blanc, de Benny Gantz. Ce bon score ne suffira pas à Benyamin Netanyahou pour former une coalition majoritaire. Les dissensions entre laïcs et religieux s'approfondissent alors que le parti travailliste refuse d'y participer. Netanyahou convoque alors de nouvelles élections anticipées,
qui se tiendront 5 mois seulement après le scrutin précédent, une première dans l'histoire du pays. Aux élections du 17 septembre 2019, Benyamin Netanyahou voit son parti perdre 3 mandats, 32 sièges, alors que son rival Yair Lapid en perd 2, 33 sièges. Ce résultat est considéré comme un revers pour Netanyahou, qui reçoit néanmoins le soutien de 55 parlementaires contre 54 pour Gantz, mais sans être en mesure de former une coalition majoritaire soutenue par 61 députés. Le parti de l'extrême droite laïque Israël Beitenou se retrouvera en position d'arbitre, mais son dirigeant Avigdor Lieberman refusera de choisir entre les deux candidats, ce qui prolongera la crise politique et conduira à de nouvelles élections anticipées, pour la 3e fois au cours du 4e gouvernement de Netanyahou. Entre-temps, le 21 novembre 2019, le procureur général d'Israël, Avishai Mandelblit, annonçait sa décision d'inculper Benyamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance. Le Likoud progressera nettement aux élections du 2 mars 2020. Il obtiendra 36 sièges, mais il manquera 3 sièges au bloc de droite pour s'assurer de la majorité absolue à la Knesset. Le parti Yair Lapid de Benny Gantz restera stable avec 33 sièges. Alors que la pandémie de Covid-19 apparaît et s'étend en Israël, Benyamin Netanyahou et Benny Gantz décident le 20 avril 2020 de s'allier dans un gouvernement d'union et d'urgence pour une durée de 3 ans. Il est prévu que Netanyahou reste Premier ministre pendant 18 mois avant que Gantz ne lui succède aussi pour 18 mois. En attendant, ce dernier serait ministre de la Défense. Cette décision provoqua une scission au sein de Bleu-Blanc, de nombreux parlementaires désapprouvant cette alliance avec Benyamin Netanyahou. Le 17 mai 2020, la Knesset vote l'investiture du gouvernement Netanyahou-Gantz, inaugurant le 5e gouvernement dirigé par Benyamin Netanyahou. Avec 36 ministres et 16 vice-ministres, ce sera le gouvernement le plus pléthorique de l'histoire du pays. La semaine suivante, s'ouvrira le procès du Premier ministre devant le tribunal de Jérusalem. Très rapidement, le gouvernement de coalition sera en proie à de nombreux désaccords sur le traitement de la crise économique liée au Covid-19. Durant l'été 2020, de violentes manifestations de rue contre Netanyahou ont eu lieu devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem et dans les grandes villes du pays, notamment pour réclamer son départ de la vie politique pour cause d'accusations de corruption. En définitive, ce sera l'incapacité du gouvernement à faire approuver par les députés un budget pour 2019 et 2020 qui provoquera la dissolution de la Knesset le 22 décembre 2020. Netanyahou donnera l'impression qu'il préférait s'en remettre à nouveau aux électeurs afin d'éviter à avoir à transmettre le pouvoir à Benny Gantz. Aux élections du 23 mars 2021, le Likoud arrivera en tête de scrutin avec 30 sièges à la Knesset. Chargé de former un gouvernement, Benyamin Netanyahou devra y renoncer, ne parvenant pas à rallier le soutien de ses ennemis de la droite israélienne qui ont fait liste à part aux législatives, comme Gideon Sa'ar, Tikva Hadasha qui obtint 6 sièges et Naftali Bennett, Yemina avec 7 sièges. Le président de l'État confiera la formation d'un gouvernement à Yair Lapid, dont la liste Yesh Atid est arrivée en seconde position mais loin derrière le Likoud avec 17 sièges. Lapid recevra le soutien exceptionnel de 7 partis, allant de l'extrême droite à l'extrême gauche. Yamina, Tikva Hadasha, Israël Beitenou, Avoda, Meretz, Yair Lapid ainsi que de la liste Arab Ram. Le 13 juin 2021, la Knesset approuvera la formation d'un gouvernement d'union nationale. Bennett sera Premier ministre durant les 2 premières années, avant que Lapid, qui sera entre-temps ministre des Affaires étrangères et Premier ministre par alternance, lui succède jusqu'au terme de la législature en 2025. Le Likoud, qui reste le plus grand parti de la Knesset, basculera dans l'opposition. Après 15 années passées au pouvoir, dont 12 années consécutives, Benyamin Netanyahou cède ses fonctions à Naftali Bennett qui prendra la tête du 36e gouvernement israélien. Considérant ce dernier comme illégitime, pour s'être associé à des partis de gauche et à une liste arabe, le Premier ministre sortant l'ignorera ostensiblement durant toutes les cérémonies et apparitions officielles. Il refusera même de participer à la traditionnelle cérémonie publique de transfert de pouvoir, alors que l'entretien de transition avec son successeur sera des plus sommaires. Âgé accent aigu de 72 ans,
Benyamin Netanyahou retrouvera le poste de chef de l'opposition parlementaire à la Knesset, fonction qu'il avait déjà remplie à 2 reprises au cours de sa carrière politique. Chapitre 4 – Vie de famille. La vie privée de Benyamin Netanyahou est intimement mêlée à ses fonctions publiques. Tout au long de ses 30 ans de vie politique, de nombreuses affaires strictement personnelles, comme famille, fortune ou résidence, ont eu des retombées sur son comportement public et ses fonctions officielles. Ce sont surtout ses relations conjugales et extra-conjugales qui ont cadencé ces années passées sur le devant de la scène politique israélienne. 1. 3 mariages. Benyamin Netanyahou aura eu une vie privée pour le moins agitée. Il s'est marié à 3 reprises, a eu 3 enfants et à la fin des années 2010, il sera le grand-père de 4 petits-enfants. Il n'a jamais hésité à étaler certains éléments de sa vie privée au grand jour, dans les médias et les réseaux sociaux, mais seulement les détails qui confortent le personnage de dirigeant tout-puissant qu'il s'est forgé. C'est ainsi que tous les Israéliens connaissent bien les 2 garçons issus de son 3e mariage. En revanche, beaucoup ignorent l'existence de sa fille issue de son premier mariage, qui a rejoint plus tard la communauté juive orthodoxe et l'a fait plusieurs fois grand-père. Le soldat Netanyahou connut Myriam Weitzman, qui deviendra sa première femme à Jérusalem alors qu'il effectuait son service militaire. Ils partiront tous les 2 étudier aux États-Unis en 1972 et se marieront peu après. Au début de 1978, alors que sa femme est enceinte, Benyamin Netanyahou entreprend une liaison avec une étudiante britannique chrétienne, Fleur Kate. Son premier mariage se terminera par un divorce peu de temps après, lorsque sa femme Myriam découvrira sa liaison extra-conjugale. Entre-temps, le couple aura une fille Noah, née en avril 1978. En 1981, Benyamin Netanyahou épousera en secondes noces Fleur Kate qui se convertira au judaïsme pour son mariage. Alors que le couple s'installe en Israël, Fleur aura du mal à s'adapter à la mentalité israélienne et elle sera mal acceptée par les parents de Netanyahou en raison de ses origines chrétiennes. Le fait que Fleur ne pouvait avoir d'enfants accéléra la rupture entre les 2 époux. Le couple divorcera en 1984 et Fleur retournera vivre aux États-Unis. Lors d'un vol reliant New York à Tel Aviv, Benyamin Netanyahou fera connaissance de Sarah Ben-Artzi. Elle est hôtesse de l'air et achève une maîtrise de psychologie. Il l'épousera en 3e noces en mars 1991, alors qu'elle était enceinte. 2 garçons sont issus de cette union, Yair, né en juillet 1991 et Avner, né en octobre 1994. Sarah exercera longtemps la profession de psychologue, notamment auprès de la mairie de Jérusalem. La vie conjugale de Sarah et Bibi s'étalera souvent dans la presse locale, parfois à l'initiative de ce dernier. C'est ainsi qu'en 1993, Benyamin Netanyahou a avoué en direct à la télévision avoir eu une liaison extra-conjugale avec sa conseillère en relations publiques. Il a déclaré qu'un rival politique avait installé une caméra secrète qu'il avait enregistrée dans une position compromettante avec sa maîtresse, menaçant de divulguer la cassette à la presse s'il ne quittait pas la course à la direction du Likoud. Si la cassette n'a jamais été publiée, le couple s'est réconcilié et la même année, Netanyahou a été réélu à la direction du Likoud. Sarah a souvent été rattrapée par les infidélités de son mari, au point qu'elle aurait contraint son époux de signer un contrat secret pour lui éviter un divorce qui aurait fait grand bruit. En mars 2021, David Arzi, ancien dirigeant du Likoud, indique dans les réseaux sociaux avoir eu connaissance d'un accord signé secrètement en 1999 entre les 2 époux alors que Benyamin Netanyahou remplissait son premier mandat de Premier ministre. L'accord prévoyait que Benyamin ne voyagerait jamais sans son épouse à l'étranger plus d'une journée. De plus, Sarah aurait un droit de veto sur le choix de ses secrétaires et conseillers, et elle devrait donner son aval à certaines nominations au sommet de l'État. Quant à Noah, la fille de Benyamin issue de son premier mariage, Sarah refusa qu'elle soit mentionnée parmi ses enfants, lui interdisant l'accès à la résidence du Premier ministre et sa participation à des événements officiels. À défaut, le couple divorcerait et tout le patrimoine de Benyamin, immobilier et financier, serait transféré à Sarah. Bien que David Arzi ait certifié avoir eu le document entre les mains, l'accord n'a jamais été confirmé par les parties concernées.
En revanche, son existence supposée s'inscrit bien dans les tensions persistantes au sein du couple et confirmerait l'implication de Sarah dans la vie politique du pays. 2. Sarah l'influente. A priori, rien ne destinait Sarah Ben Artzi à devenir la femme la plus puissante et la plus détestée d'Israël. Ses faits et gestes n'échappent pas aux médias, locaux comme internationaux, depuis ses sautes d'humeur, en passant par sa tenue vestimentaire et jusqu'au traitement humiliant qu'elle ferait subir à son personnel de maison. Née en 1958 d'un père spécialiste reconnu de la Bible et d'une mère maîtresse d'école, Sarah fut successivement journaliste pour un magazine d'adolescents, hôtesse de l'air de la compagnie El Al et psychologue scolaire dans les services de la municipalité de Jérusalem. Lorsqu'elle épouse l'homme politique Benyamin Netanyahou en 1991, celui-ci n'en est qu'au début de sa carrière politique. Membre du Likoud et député à la Knesset, il exerçait la fonction secondaire de vice-ministre des Affaires étrangères. C'est au cours du premier mandat de Premier ministre de son époux, 1996 à 1999, que Sarah commencera à retenir l'attention des médias israéliens. Elle gagnera plusieurs procès en diffamation contre la presse locale qui insinuait des détournements de fonds publics à des fins personnelles. À partir de 2009, alors que Benyamin Netanyahou prend la tête du gouvernement israélien, les médias vont multiplier les articles négatifs à l'égard de son épouse. Parmi les accusations dont elle sera l'objet et dont certaines se termineront par des accords à l'amiable ou des comparutions devant la justice. Refus de paiement de salaire, harcèlement, violence verbale, traitement humiliant, détournement d'argent public, etc. En 2019 notamment, un tribunal de Jérusalem condamnera Sarah Netanyahou pour avoir facturé aux contribuables des frais de bouche gastronomiques. Des repas commandés auprès des meilleurs chefs ont été livrés régulièrement à la résidence officielle, ce qui est interdit par la loi. Tout au long de leur vie conjugale, Sarah restera une grande admiratrice de son époux. En 2014, un micro caché l'entendait dire dans une conversation privée : « Si Bibi était né en Amérique, il aurait pu être aujourd'hui facilement président des États-Unis. » Au cours de la décennie 2010, les critiques publiques vont se cristalliser sur la tenue vestimentaire de Sarah Netanyahou, considérée comme inappropriée aux cérémonies officielles auxquelles elle participait. La forme et la couleur de ses tailleurs ont souvent fait la une de la presse, en Israël comme à l'étranger. De la mode au whisky, le goût pour le luxe de Sarah Netanyahou a fini par éclabousser son mari. En février 2019, le procureur général d'Israël a inculpé Benyamin Netanyahou pour corruption. Entre 2007 et 2016, le Premier ministre et sa famille auraient bénéficié des largesses de plusieurs milliardaires israéliens et étrangers, sous forme de cigares, alcool et bijoux, en échange de faveurs financières ou personnelles. 3. Yair l'incontrôlable. Yair est le fils aîné de Benyamin Netanyahou et de son épouse Sarah. Il est né le 26 juillet 1991, alors que son père remplissait son premier poste gouvernemental comme vice-ministre des Affaires étrangères. Avec son frère cadet Avner né 3 ans plus tard, Yair a grandi dans l'ombre du pouvoir paternel, notamment lorsque son père est devenu Premier ministre en 1996. Après 3 ans de service militaire dans l'unité de porte-parole de Tsahal, Yair entreprend des études de relations internationales à l'Université hébraïque de Jérusalem où il obtiendra une licence. Durant les 12 années consécutives du mandat de Benyamin Netanyahou, 2009 à 2021, Yair a toujours habité avec ses parents à la résidence officielle du Premier ministre. Sa vie privée fut souvent étalée sur la place publique, notamment en raison de ses liens avec des mannequins et top modèles israéliennes. En 2014, sa liaison amoureuse avec une étudiante norvégienne non-juive avait provoqué une mini... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.